Bonjour et bienvenue à votre émission sportive Sport Neuf Laval, émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Cette semaine, on reçoit Nicolas Courion, capitaine de l'équipe Midget Espoir de l'équipe de Laval et participant au programme développement régional de hockey Laval. Avec Nicolas, on discute de l'influence parentale dans l'initiation et dans le début de la pratique sportive. On regarde aussi les défis et la pression de jouer le rôle d'un capitaine à l'intérieur d'une équipe. Et on regarde aussi, on discute de tout objectif ou de l'objectif ultime de tout jeune joueur de hockey. Je mettrai mes experts sur la sellette en leur demandant un peu leurs opinions sur les mêmes sujets. Et bien sûr, on vous garde à l'affût des plus récentes nouvelles sportives de Laval. C'est le programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Aujourd'hui au complexe sportif Guimond de Laval avec Nicolas Courion. Nicolas, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Donc, tu es capitaine Midget Espoir, c'est bien ça? Exactement. Et tu as été nommé capitaine. Est-ce que c'est une décision des entraîneurs, une décision de tes coéquipiers? Comment le choix s'est fait? Cette année, c'est les entraîneurs qui ont choisi. Dans les années précédentes, c'était souvent les joueurs qui votaient sur un morceau de papier pour les capitaines et assistants. Mais cette année, c'était clair que les entraîneurs m'ont choisi. Donc, c'est venu d'un choix, d'une décision des entraîneurs. Tu joues Midget Espoir, tu es deuxième année, c'est bien ça? Exactement. OK. Et tu joues au hockey depuis combien d'années? Je joue depuis l'âge de 8 ans, donc environ 8 ans. Donc, bientôt 8 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce sport-là? Est-ce que tu avais fait d'autres sports avant? Comment t'as initié au hockey? Je suis une personne très active. J'adore le sport. J'avais essayé de jouer au soccer. Pas très bien marché. Mon intérêt était plus ou moins là. Donc, mon père a mis 2 patins dans les 2 pieds, un bâton de hockey, puis ça a cliqué tout de suite. Le patin, tout simplement, m'intéressait pas. Dès que je me suis pris un bâton de hockey et commencé à dribbler avec une rondelle, j'ai aimé ça tout de suite. Et est-ce que tu as été au niveau compétitif ou très rapidement dans ta progression? Comment ça s'est fait au niveau de ton hockey en jeune âge? C'est sûr qu'au début, je me suis inscrit pour jouer dans une équipe à Laval tout de suite. Donc, j'étais moins compétitif. J'étais dans une ligue peut-être de commencement, comme je disais. Mais c'est drôle, mon père avait fait une patinoire extérieure dans notre cour l'hiver. Donc, j'ai pu pratiquer et me développer moi-même avec mon père. Donc, ça m'a fait grimper l'échelle plus rapidement que prévu. Okay. Puis à quel moment est-ce que tu penses que tu as réalisé en quelque sorte que justement tu avais peut-être un talent ou tu avais au moins une éthique de travail pour développer tes qualités de joueur? Honnêtement, même aujourd'hui, c'est juste l'éthique de travail qui me fait avancer. Comme tu dis, peut-être réaliser que j'avais un potentiel. Je ne sais même pas si je l'ai encore réalisé, mais c'est toujours essayer de dépasser, essayer de pousser, puis un jour, ça va amener qu'est-ce que ça va amener. Alors, Nicolas nous mentionne de quel moyen il a lancé sa pratique sportive avec la patinoire dans la cour arrière. Donc souvent, on entend la pression qui peut venir des parents, mais il y a aussi une influence positive que les parents peuvent avoir. Maryse, dans tes réalités avec les athlètes, est-ce qu'il y a une facilité à avoir un support des parents dans la préparation physique puis dans le temps qui mettent là-dedans? Oui, on voit beaucoup les parents qui vont jouer un rôle très positif dans l'initiation déjà au sport, comme on peut le voir ici, mais aussi dans la pratique du sport, par exemple, tout ce qui est préparation physique à l'extérieur, les parents peuvent s'impliquer et faire la préparation physique avec les jeunes, ne serait-ce que d'aller courir, par exemple, ou de faire des exercices d'échelle en avant de la maison, dehors, l'été. Il y a plein de façons que le parent peut supporter l'enfant positivement dans le développement de son sport, parce que oui, ça se passe souvent sur la glace, mais ça se passe aussi à la maison dans tous les autres aspects. Donc, en quelque sorte, de s'assurer
s'assurer que l'environnement global, général, permette la pratique, mais aussi la progression ou le développement. Tout à fait. À l'intérieur du sport. Le parent a un gros rôle à jouer là-dedans. J'imagine, Thierry, c'est la même chose au niveau des traitements ou de la réhabilitation. Souvent, dans le cadre d'une blessure, c'est un coup dur à accepter pour l'athlète, mais j'imagine que le support du parent qui facilite simplement le taxi puis le transport au niveau de la clinique, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sûr, c'est une grande aide, parce que des fois, le traitement ne pourrait pas avoir lieu. Il y a les opposés carrément, le parent qui pousse trop le joueur dans son sport. Le joueur qui n'aime pas ce sport-là va souvent rester plus blessé plus longtemps, si on veut. Puis à l'inverse, il y a le parent, lui, qui va être plus présent, qui va juste soutenir, diriger son enfant dans le sport. Puis là, justement, il va pouvoir l'aider par rapport à sa récupération. Des fois, on va s'assurer avec le parent que l'enfant a bien compris son exercice, mais qu'il va faire la même chose à la maison. Parce que des fois, on démontre un exercice pour récupérer de quelconques blessures, mais l'enfant, oui, il comprend, le fait bien en clinique, mais rendu à la maison, c'est différent. Des fois, on va interagir un peu plus avec eux pour s'assurer d'une bonne progression. En quelque sorte, qu'il y a encore un peu une supervision dans le traitement, une supervision dans les exercices pour s'assurer qu'on contribue puis on facilite au niveau de la récupération. Anne-Marie, la nutrition, c'est un choix de famille. Hein? J'imagine que l'impact, l'influence parentale doit être assez important à ce niveau-là. Souvent, c'est les parents qui vont proposer les mets, c'est les parents qui vont venir à nos rencontres avec les jeunes, donc qui vont faire les repas, mais aussi qui vont apprendre aux enfants à faire les repas et aussi à les accompagner dans les tournois, on pense pas, mais au hockey, souvent, les parents accompagnent, fait qu'ils amènent les petits lunchs, ces choses-là, même pour les autres joueurs. Fait que oui, il y a un grand rôle positif auprès d'eux. Puis c'est quoi aussi? C'est comme des vecteurs aussi d'améliorer l'alimentation au cours de leur carrière. Donc oui, les parents ont un rôle parental très important au niveau alimentaire. Donc une influence qui vient en quelque sorte faciliter le travail de chacun d'entre nous. Au niveau de la préparation mentale, c'est sûr aussi qu'au niveau de la préparation mentale, l'influence parentale, tu disais de rajouter de la pression. Moi, je dis toujours aux parents, la compétition en tant que telle, elle est stressante. Donc, si on est capable d'enlever un peu de pression, ou du moins ne pas en rajouter, c'est sûr que ça permet aux athlètes, aux jeunes, de simplement profiter de son sport. Puis moi, je dis toujours, au hockey, la plus longue période, c'est la 4e, le retour entre l'aréna et la maison. C'est là que bien des choses peuvent se dire, peuvent se construire, peuvent se détruire. Donc, des fois, c'est simplement de dire, on va prendre un peu de recul, on va jouer notre rôle de parent, qui est d'encourager, de supporter notre enfant, mais on n'en rajoutera pas plus que le coach en met, que l'adversaire en met, que mes coéquipiers en mettent. Donc, c'est vraiment de prendre en quelque sorte conscience de ce qu'on peut avoir comme impact. Puis, on l'a très bien mentionné, les parents, c'est en quelque sorte des supporters, des gens qui peuvent nous aider dans nos réalités puis qui peuvent aider leurs jeunes, mais de façon positive, exactement. Donc, est-ce que vous avez un fait marquant ou un événement marquant d'un parent qui avait été above and beyond, comme on dit? Il y en a plusieurs. Juste en regardant la télévision, souvent on entend parler du père qui se fâche dans les estrades. On voit souvent ces éléments négatifs-là, mais je pense que c'est le message qui est important, c'est de dire le parent peut jouer un rôle positif, peut nous aider, nous, comme experts, et surtout amener son jeune à avoir une expérience positive dans le sport. Week-end parfait pour les Prédateurs de Laval dans la Ligue nord-américaine de hockey. Les Lavallois l'ont emporté face à l'Assurancière pour la première fois de la campagne par la marque de 3-2 le 23 octobre. Au Colisée de Laval, les hommes de Serge Forcier ont signé une première victoire le 25 octobre face au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce par la marque de 5-1. Les empereurs du Collège Le Tendre ont décroché les grands honneurs de la saison régulière au football. La troupe de Diego Bourgelli a lessivé les Lions du Collège de Montréal par le pointage de 59-0 le 15 octobre pour ainsi mettre la main sur le précieux titre de sa division. Bonne nouvelle pour les sportifs lavallois, les travaux de remplacement du revêtement synthétique du terrain de soccer et de football du Parc Lausanne sont en cours depuis la mi-septembre. Fermé depuis 2012, le terrain devrait être de nouveau accessible à la population et aux associations sportives dès le début du mois de novembre.
Je vois que tu es avec le développement Laval. Comment ça fonctionne un petit peu cette structure-là? Quels sont les services que tu as ou qu'est-ce que ça apporte justement dans cette éthique de travail-là, dans ce développement-là? Bien, du lundi au jeudi, on a des pratiques de 3h30 à 6h. On arrive ici à 3h30. On a peut-être une demi-heure à soit nous préparer pour la pratique ou bien faire des études. À 4h, on est soit sur la glace ou dans le gymnase, faire un entraînement hors glace. Et l'heure après, entre 5 et 6 heures, on est soit dans le gym ou sur la glace, dépendamment le jour. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une structure qui vous permet en quelque sorte de combiner votre sport puis vos études. Il n'y a pas nécessairement un choix à faire entre les deux. Non, ça combine les deux. Aussi, le mardi, dans le Midget Espoir, on est sur une petite glace. On embarque à 4h40. Donc, de 3h30 à 4h40, on a ce bloc de temps-là pour faire nos études, pour étudier si on doit concentrer pour cette période-là. Okay. Donc, au niveau de tes entraînements, justement, on parle à peu près d'une durée de combien d'heures par semaine est-ce que tu t'entraînes? Total? En total, peut-être 4 heures d'entraînement sur glace et peut-être 3 heures d'entraînement hors glace. Okay. Donc ça, c'est en saison régulière, j'imagine. Est-ce que tu t'entraînes aussi au niveau, ce qu'on appelle l'off-season? Oui, l'entraînement est beaucoup plus intense pour essayer de te construire musculairement pour être prêt pour la saison prochaine. Donc oui, c'est moins de temps de glace durant l'été, plus dans le gymnase pour construire ta masse musculaire pour être plus fort. Mais exactement, c'est... Qu'est-ce que tu dirais qui est peut-être l'élément, l'aspect qui est un petit peu plus difficile pour toi au niveau de l'entraînement? Difficile? Moins intéressant? Moins intéressant. Ça dépend. Certains exercices peut-être plus compliqués, plus complexes. Donc, tu es moins intéressé à peut-être... Si tu l'as pas du premier coup, tu peux te décourager. Mais comme je te dis, l'éthique de travail, c'est toujours l'affaire la plus importante. Parce que si tu essaies, un jour, tu vas l'avoir. Puis c'est toujours, quand tu t'améliores, quand tu vois ton progrès, ça te pousse à vouloir t'améliorer encore plus. Tu aimes ça, puis tu continues. Fait que... Donc, au niveau de la progression, justement, puis du fait que tu as une responsabilité cette année comme capitaine, est-ce que c'est la première année que tu joues ce rôle-là? Il y a 2 ans, dans ce complexe-ci, ma première année dans ce complexe, j'ai été aussi nommé capitaine. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, cette année, c'est une autre expérience, c'est un autre défi, mais je suis prêt. Est-ce que tu trouves ça un peu, justement, facile de jouer ce rôle-là auprès de coéquipiers? On sait souvent, à l'adolescence, les chums, on veut avoir des chums, on veut se tenir ensemble, là, d'avoir un peu le rôle d'être le leader, de sortir un petit peu du lot. Comment tu gères cet élément-là? J'ai toujours été une personne qui aime diriger, être un leader, comme tu dis. Donc, pas que c'était dur, mais j'étais quand même un peu habitué. Je veux toujours montrer l'exemple. Donc, je gère très bien. C'est moins compliqué que certaines personnes peut-être pensent. Donc, est-ce que ça vient avec une pression supplémentaire? Est-ce que tu trouves que c'est une pression supplémentaire que de jouer ce rôle-là? Pas nécessairement. Si tu fais ta job, si tu respectes les consignes, d'une manière ou d'une autre, si tu es capitaine ou pas, si tu respectes ce que le coach demande, si tu respectes tes études, tu suis un mode de vie quand même raisonnable, bien, il n'y a pas de problème. Donc, le rôle de capitaine est un rôle important au niveau d'une équipe. C'est sûr que, j'imagine, on a un rôle à jouer sur la glace, on a un rôle à jouer dans la chambre, comme on entend souvent parler. Ça peut être un rôle qui nous est donné à l'intérieur par nos coéquipiers ou par un vote ou une décision. Cette année, dans le cas de Nicolas, ça a été une décision des entraîneurs qui a fait un peu la nomination. Je pense, je fais un parallèle un peu avec le Canadien. Je pense que c'est de cette façon-là que ça a été fait aussi cette année. Mais j'imagine le rôle, l'impact, le leadership qu'un joueur peut avoir sur la glace ou dans une chambre, Thierry, j'imagine c'est aussi une réalité même si le joueur est blessé ou même si on est à l'écart du jeu. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est sûr que ce qui est important de comprendre dans le rôle d'un capitaine, c'est pas d'être le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas ça du tout son rôle. C'est sûr que généralement, le capitaine a quand même un bon pouvoir côté score, si on veut. Mais le rôle principal d'un capitaine, c'est d'interagir avec les arbitres, mais surtout de garder son équipe unie. Quand on parle d'un capitaine qui est blessé, ça veut pas dire qu'il est plus dans l'équipe. Un joueur blessé reste dans l'équipe.
L'important, souvent, c'est de rester présent dans l'équipe, d'assister au match. Parfois même, ils vont assister aux pratiques. On ne peut pas être sur la glace, on ne peut pas être sur le banc quand on n'est pas habillé, mais il n'y a rien qui interdit d'aller dans la chambre avant la partie, après la partie, même entre les périodes, d'être présent et de parler à ses joueurs. On ne voit pas la game de sur la glace, mais on la voit des estrades, on voit jouer différemment. À ce moment-là, on peut apporter une aide différente, que ce soit pour le gardien ou juste ses coéquipiers à l'attaque. Donc, au niveau de l'impact, au niveau du rôle, en quelque sorte, c'est ça, c'est que le rôle du capitaine se transfère ou transcende sur la glace, sur le jeu. Il y a un rôle à avoir, il y a un impact à avoir, même si je suis blessé, même si je suis à l'extérieur de la glace. Maryse, au niveau de la préparation physique, j'imagine aussi le rôle de leader, prendre l'exemple par rapport à une équipe, c'est un rôle qui est important aussi dans la préparation physique. Tout à fait. En fait, le capitaine doit montrer l'exemple par l'effort, puis par donner l'exemple de l'éthique de travail, évidemment. Donc, que le joueur soit blessé, que le joueur soit en préparation pré-saison, que le joueur soit dans une situation de match. Donc, c'est de montrer l'exemple, puis de faire de son mieux tout le temps, puis de le faire avec son cœur. Je pense que ça trompe pas habituellement pour un capitaine. Donc c'est vraiment, ça va au-delà de la présence, tu parlais même du talent ou des habiletés. Je pense que ça va au-delà d'être le meilleur scoreur ou d'être le meilleur joueur au sein de l'équipe. C'est vraiment en mesure de prendre le lead, prendre la gestion en quelque sorte de l'équipe, de l'amener ailleurs. J'imagine au niveau de la nutrition, au niveau de la diète, ça peut être aussi quelque chose qui est important sans nécessairement peut-être faire un contrôle sur ce que l'équipe mange, là, Mais comme Marie disait, je trouvais montrer l'exemple, c'est vrai, au niveau alimentaire, juste pour le fait des collations, mais le post-entraînement. Tu sais, par exemple, le capitaine va être l'exemple à suivre. Donc, souvent, si le capitaine dit « OK, moi, après l'entraînement, je prends ma collation », puis il va le faire, bien, la plupart des gars vont le faire aussi. Ou durant, on ne pense pas, mais au hockey, l'hydratation est très importante. Fait que si mon joueur capitaine ne le fait pas, puis il dit « c'est pas important », les autres ont tendance à faire la même chose. Donc, c'est vraiment un modèle pour les autres. Donc, puis il encourage aussi les autres à faire c'est quoi qu'il fait. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. J'ai une image qui vient en tête au niveau des parents, des enfants. Souvent, on dit toujours c'est plus facile de montrer l'exemple que de demander une action. Donc, encore là, c'est un peu le même principe avec le capitaine. J'ai beau passer des messages, mais c'est plus par les actions que je vais faire que je vais influencer mes coéquipiers. Au niveau de peut-être la psychologie, pour moi, psychologie, c'est toujours intéressant de voir, surtout à cet âge-là, au niveau de l'adolescence, la pression supplémentaire qui peut venir avec ce rôle-là. Puis, tu sais, l'adolescence, c'est important aussi en quelque sorte, on veut être accepté de par ses coéquipiers. Donc, d'avoir cette dualité entre je stand out un peu, je suis différent des autres, mais j'ai un impact positif sur mon équipe. Donc, c'est sûr que je ne serai pas nécessairement des fois le plus populaire dans mes choix, dans mes décisions, parce que j'ai des fois des messages de mes entraîneurs qui sont à passer à certains joueurs. Mais je pense que quand on a justement une confiance en soi, une confiance en ses moyens, puis une certaine stabilité, on est en mesure de prendre ces choix-là, de faire ces actions-là, puis de ne pas être déstabilisé nécessairement. Donc, c'est un rôle qui est important, un rôle qui vient avec une responsabilité, mais qui a un bon impact au niveau du développement d'un jeune. Quel est peut-être actuellement, l'élément dont tu es plus fier là, dans ta carrière de joueur? Tu dis que ça fait près de 8 ans que tu as joué. As-tu un souvenir le plus marquant à date, c'est quoi? Très bonne question. La semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, je me suis fait appeler comme joueur affilié dans le midget 3. J'ai joué ma première partie. Donc, je suis très fier de ça, évidemment, d'être appelé à un niveau plus haut que le tien. Donc, ça montre qu'il y a peut-être une coche en bas d'un certain niveau, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs événements, comme tu dis, dans ta carrière qui vont te monter à vouloir pousser, à vouloir. Donc, c'est un mélange de tout plein d'affaires qui t'amène à... Donc là, tu es à ta deuxième année Midget Espoir. Est-ce qu'on joue une troisième année Midget? Comment ça fonctionne? Dans le Midget Espoir, c'est une ligue de première année. Donc, l'équipe est basée sur des premières années et on a le droit à 5 deuxièmes années dans l'équipe. Cette année, dans notre équipe, on en a juste 3.
Par contre, dans tous les autres niveaux midget, donc BA, 2B, 2A et 3A, c'est 3 années midget. Donc, il y a des premières années, deuxième année, troisième année et n'importe quel nombre. C'est juste dans cette catégorie-ci que c'est juste des premières et deuxième années. Et donc, à ce moment-ci, ton objectif à court terme ou moyen terme, j'imagine vraiment justement avec le call-up que tu as eu dernièrement, le midget 3A, c'est un objectif qui t'apparaît réaliste et atteignable? C'est sûr que c'est un gros objectif que j'espère atteigner. Par contre, l'année prochaine, c'est le cégep pour moi. Je suis ma dernière année secondaire. Donc, jouer avec un cégep pourrait peut-être être une option aussi. Donc, j'essaie de... Donc, jouer au niveau collégial. Exactement. Exactement. Est-ce que ton objectif ultime avec ton hockey, c'est quoi? Est-ce que, comme tous les petits jeunes de 8, 10 ans, 12 ans, on veut faire la Ligue nationale ou on veut se servir du hockey comme un outil de développement ou de dépassement? Dans ta perspective à toi, vers quoi tu veux aller avec ton hockey? Je pense que c'est plus, comme tu dis, un outil de dépassement. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'adore le sport, j'adore bouger. Tout le monde veut évidemment faire la Ligue nationale, mais il n'y en a pas beaucoup qui le réussissent. Mais de se dépasser, continuer à travailler, se rendre le plus loin possible est définitivement un objectif pour moi. Qu'est-ce que tu penses justement qui est plus important pour garder cette motivation-là dans les moments, peut-être les hauts et les bas d'une carrière de n'importe quel sportif? Il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux. Qu'est-ce que tu penses qui est l'élément clé pour réussir à atteindre l'objectif qu'on se vise, puis 2, à passer au travers des moments un petit peu plus difficiles? Bien, se demander la question pourquoi on joue au sport. C'est pourquoi tu l'aimes. Et quand on réalise que tu aimes le sport pour X raisons personnelles, ça te montre que même s'il y a des hauts et des bas, tu peux toujours atteindre un objectif parce que tu aimes le sport. C'est ça le point clé. Donc, on apprend, Nicolas nous mentionne que son objectif ultime, c'est pas nécessairement de faire carrière dans la Ligue nationale. Ça m'a surpris un peu lors de l'entrevue d'entendre ça parce que souvent, on a l'image du rêve du jeune 8, 9, 10 ans qui dit je veux faire de moi un Sidney Crosby ou un McKinnon, ou donc on veut faire nécessairement devenir un joueur professionnel. Mais Maryse, justement, au niveau de l'impact que ça peut avoir de prendre cette décision-là, de devenir professionnel ou d'aller dans la haute performance, est-ce qu'on en est souvent conscient en bas âge ou jeune ou quand on débute dans notre sport? C'est sûr que le rêve se présente assez rapidement, mais je pense que comme personne comme professionnel qui encadre les jeunes athlètes, c'est important de leur faire comprendre que toutes les occasions sont bonnes d'apprendre, puis de se développer, puis d'avoir des bonnes bases aussi dans la pratique sportive pour l'âge adulte aussi, ne serait-ce que d'aimer jouer au hockey dans une ligne de garage éventuellement, mais c'est quand même une bonne habitude de vie à avoir tout le long de sa vie. Donc, je pense que ça, c'est un gros point positif en faveur de faire du sport quand même à un bon niveau, sans nécessairement viser la Ligue nationale, justement. Donc, mais ça n'empêche pas de faire du très bon calibre, puis de faire des beaux voyages ou de vivre des super belles expériences, puis de aussi développer la discipline puis la rigueur d'être un athlète qui doit quand même se concentrer sur son sport. Oui, parce que c'est pas justement au niveau de la discipline puis des habitudes, c'est pas nécessairement seulement au niveau sportif, c'est des habitudes qui vont nous suivre au travers de notre vie. Donc, si on veut, sans nécessairement viser le haut niveau, mais comme dans le cas de Nicolas, on dit un de ses objectifs, c'est de jouer au niveau collégial. Il faut en quelque sorte que je développe ces habiletés-là, d'être discipliné, de faire des choix, j'imagine, au niveau de la nutrition, puis d'encadrer mes habitudes de vie de façon plus générale. Surtout aussi, ça permet, ça aide le jeune, mais ça a une influence sur la famille aussi, parce qu'au niveau alimentaire, bien, on apprend à mieux s'alimenter parce qu'on fait du sport, mais par la suite, on va l'appliquer auprès de les enfants futurs, donc toutes les choses qu'on apprend quand on est athlète de haut niveau, puis même si on n'est pas professionnel, ça nous permet de les appliquer plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Puis les saines habitudes de vie, c'est quelque chose qu'on apprend tôt quand on est athlète. Oui, exactement. Parce qu'on voit que ça peut avoir une influence sur nos performances. On a besoin de les intégrer rapidement, même à un jeune niveau, pour justement mieux performer, mieux récupérer. J'imagine aussi au niveau
des blessures, au niveau de la réhabilitation, tu sais, la haute performance, est-ce que c'est nécessairement fait pour tout le monde? Puis est-ce qu'on en est conscient de ce que ça peut avoir comme impact, de ce que ça peut avoir comme exigence? C'est sûr que d'emblée, la haute performance, c'est plus difficile pour le corps. Les blessures vont souvent revenir plus fréquentes dans certains moments. À ce moment-là, c'est de savoir c'est quoi les objectifs de l'athlète. Est-ce qu'il vise justement le haut niveau ou il vise juste finir sa saison, terminer l'école puis continuer dans des ligues de garage où il va s'amuser amplement. À ce moment-là, ses objectifs sont différents, mais nos objectifs à nous aussi vont être différents. Par exemple, s'il reste 3 parties à la saison, que lui veut juste terminer sa saison, on va s'assurer qu'il puisse la terminer sans se blesser plus non plus. Mais si son objectif, c'est de gagner puis de démontrer justement qu'il peut faire plus pour aller plus loin encore la saison prochaine, à ce moment-là, on va avoir des discussions par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Les objectifs vont être un peu différents aussi parce qu'on sait qu'il va pouvoir pousser beaucoup plus rapidement, qu'il va être plus dur sur son corps, il va peut-être un peu moins l'écouter par rapport à la douleur. Parce que certains joueurs vont aller jouer malgré la douleur. C'est une différence entre avoir mal et être blessé. Mais là, c'est de faire la différence. Est-ce que je me blesse encore plus ou c'est une douleur qui va disparaître assez rapidement après? C'est là que ça devient important de savoir. Il y a un enjeu à faire. Puis j'imagine au niveau aussi du développement physique, il y a un enjeu par rapport à, mais si après la carrière, on veut être sur le marché du travail, mais on ne veut pas avoir des lacunes au niveau physique qui vont nous suivre ou un empêchement au niveau de notre travail ou de nos activités, j'imagine aussi. Donc, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant, Nicolas, en quelque sorte, d'être conscient aussi que, justement, du fait que c'est très compétitif comme milieu, du fait qu'il y a, je pense que ce qu'il dit, il y a peu d'élus, il y a peu d'appelés pour performer à haut niveau. Je pense que c'est peut-être intéressant de prendre le sport comme il est, comme un outil de développement. Ça nous amène à développer des saines habitudes de vie, tant au niveau de la nutrition, puis tu dis, ça a un impact au niveau de l'environnement, ça nous a un impact au niveau de notre discipline aussi par rapport à des caractéristiques, à vouloir toujours performer, à rester en quelque sorte accroché dans ce qu'on a à faire. Puis aussi, c'est intéressant de voir justement en quelque sorte à être conscient de nos limites. Je pense que ça nous amène à prendre conscience de nos limites tant physiques que psychologiques à ce moment-là. Les associés de Laval, Junior 3A, n'ont jamais été dans le coup dans la finale de baseball, les opposants aux Patriotes de Saint-Eustache, perdant en 4 parties consécutives. Même si les associés ont chauffé les Patriotes lors du 3e affrontement, ils ont encaissé des revers de 7-4 et 4-2 lors de leurs 2 dernières sorties. La formation de Saint-Eustache a ainsi balayé la série finale et remporté un 2e titre consécutif. Âgée de 18 ans, Tania Garabedian a pris les grands moyens pour réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud en patinage artistique. La Lavalloise porte maintenant les couleurs de l'Arménie, elle qui détient la double citoyenneté et qui se défendra en danse avec son partenaire Simon Prou, sénécal. Et voilà pour les principales nouvelles du sport. Je tiens à remercier Nicolas, notre invité de la semaine, ainsi que mes collaborateurs, Anne-Marie, Maryse, Thierry. Merci beaucoup. Toujours intéressant de discuter de certaines réalités avec vous. Vous souhaitez revoir l'entrevue ou revoir certaines parties de notre émission, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de la Télévision de Laval. Ou encore, vous voulez interagir avec nous, suivez notre fil Twitter @SportLaval, sport avec un S, et utilisez les mots-clés « Question pour un expert ». Ça nous fera plaisir de répondre directement à votre question. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.